De retour sur le plateau de Droit au but à Sport Définition. Nous sommes ici en plein Paris, au carreau du Temple, et j'accueille mon troisième invité, Damien Liapis, qui est directeur commercial et marketing des Brûleurs de Loup. Bienvenue. Merci Maxime, bonjour. Première question, je la pose à tous mes invités. Quel est ton rapport au sport? C'est quoi ton histoire avec le sport? Comment tout ça a commencé? Assez simplement, en fait, j'ai le même rapport au sport qu'un petit peu tout le monde, c'est-à-dire pratiquant. Hein, j'ai tâtonné plusieurs sports. T'as fait quoi comme sport? J'ai fait beaucoup de sports: basket, handball, natation, foot, ping-pong, Ok. tennis de table pour les puristes. Mais ouais, j'ai tâtonné un petit peu et l'idée c'était vraiment de découvrir un peu des choses et ce que je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure que c'était plus le sport en général qui me touchait qu'un sport spécifiquement. Et du coup, ça serait quoi, pareil, si un martien débarque sur Terre, comment tu lui définirais ce qu'est le sport? Et dans un deuxième temps, comment tu lui définirais ce qu'est le hockey sur glace? Le sport en général peut être un espace où on peut partager des choses sans avoir forcément besoin de parler la même langue ou de se connaître ou d'avoir les mêmes critères physiques. Le hockey sur glace en particulier, un sport qui a de superbes valeurs, un sport qui est dit le sport collectif le plus rapide du monde, et très impressionnant. Et comment tu as découvert le hockey sur glace? Parce que tu ne l'as pas cité dans les sports que tu as fait quand tu étais jeune. Comment ça a commencé cette histoire avec le hockey sur glace? Eh ben, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'au tout départ, quand je suis rentré donc, aux Brûleurs de Loup, j'avais postulé auparavant dans d'autres clubs. Il s'avère que je devais attaquer un stage en fait, dans un autre club. Au dernier moment, la porte s'est fermée et en fait, sur des candidatures et puis des appuis aussi un petit peu avec le réseau, j'ai eu la chance de découvrir ce club et de découvrir ce sport. Et il faut savoir qu'au départ, je n'étais jamais même allé voir un match, étant pourtant grenoblois pur. J'avais jamais vu de match à l'époque et j'ai débarqué là-bas en découvrant complètement. Donc le directeur commercial n'aurait pas pris le jeune employé que tu étais à l'époque si t'avais pas. Est-ce que maintenant c'est un critère ou pas, le fait de connaître le hockey sur glace quand tu recrutes des personnes dans tes équipes ou pas? Pas spécialement, parce qu'en fait sur notre sport, ce qui est intéressant, c'est que on va aller chercher des publics différents. On va pas forcément aller chercher des fans de hockey. Et du coup, il n'y a rien de mieux qu'avoir l'ouverture en fait des regards extérieurs et puis de visions différentes pour venir justement enrichir en fait tout ça. Et du coup, tu es arrivé en quelle année aux Brûleurs de Loup? Ça fait combien de temps que tu es là-bas et quel poste tu as occupé au fur et à mesure? Quelle a été ton évolution, qu'on puisse se rendre compte un peu de ton parcours? Alors, je suis arrivé en 2005, donc j'attaque maintenant ma 21e saison. J'ai fait beaucoup de postes. J'ai commencé en stage en alternance sur un poste de commercial pur. Je me suis occupé ensuite de toute la partie merchandising. J'ai pris en charge durant mon parcours la partie communication aussi. Puis à un moment donné, le club grandissant, il a fallu aussi se recentrer et trouver là où on est à la fois le plus efficace et à la fois le plus à l'aise pour pouvoir se développer. Je me suis orienté plus fortement sur la partie marketing et commercial et c'est là où je me suis recentré sur cette partie-là. Donc depuis maintenant, je dirais une grosse quinzaine d'années, je suis sur ce poste de responsable et directeur maintenant marketing et commercial du club, avec pour petite nuance le volume d'équipe avec qui on travaille et puis tout simplement l'emprise que peut avoir le club sur le territoire. Ouais, parce que quand tu es arrivé en 2005 et maintenant, ça représentait combien de salariés à l'époque et combien d'équipes? Et maintenant, vous êtes combien? À quel point par ce chiffre-là, à quel point tu peux nous montrer que ça s'est développé, les Brûleurs de Loup et le hockey sur glace? Alors, je vais avoir deux axes qui vont parler. Le premier, alors si on parle de structuration chez nous en interne, quand je suis arrivé au Brûleurs de Loup, il y avait 3 salariés permanents, plus moi qui arrivais en alternance. Aujourd'hui, je parle sur l'administratif. Aujourd'hui, sur l'administratif, on est 17. Ok. 17, dont quasiment une dizaine dans mon équipe, sur le commerce. Globalement, si on devait parler aussi évolution et chiffres, au moment où j'arrive, le club doit être aux alentours de 1 million, 1,2 million de budget général du club. Cette année, on fait un budget, je pense, qui doit être record,
qui va frôler les 8 millions d'euros. 8 ? Ouais. Ok. Donc ça te donne un peu l'état du changement. Et puis il y a eu aussi un point important à savoir, c'est que la fédération a fait évoluer le championnat pour passer à l'époque d'un espèce de top 16, de top 14 pardon, ouais. Avec 13 matchs à domicile. Là maintenant on est à 22 matchs à domicile, 44 matchs en tout par phase régulière pour avoir justement une densité plus forte sur le championnat. Et mécaniquement en fait le nombre de matchs à domicile vient abonder au budget. Et étant donné que sur le sport, le hockey sur glace aujourd'hui, l'essentiel des revenus est fait autour justement des recettes Game Day, il n'y a pas d'apport de transfert, il n'y a pas d'apport de droits télé. On est vraiment sur la production pure des clubs pour pouvoir subvenir à nos besoins et pour construire nos budgets. Quel est le pourcentage des revenus que tu rapportes au club, dans le budget du club ? Tu dis du coup qu'il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de droit télé. Donc du coup, ça représente combien ? Quelles sont les autres sources de revenus potentiels pour un club tel que les Brûleurs de Loup ? Aujourd'hui, la partie marketing, business, on va être à un peu plus de 50% du budget du club. Ok. Alors, techniquement, on sera aux alentours de 45, parce que dans cette découpe-là, il y a aussi un petit peu d'achat de prestations de collectivité. On a une partie justement sur le catering, etc. et sur les buvettes. Et on va dire que les deux gros postes de revenus aujourd'hui pour les Brûleurs de Loup, c'est le marketing, toute la partie business, entreprise et la billetterie. Ok. Et marketing sur les réseaux sociaux plus l'habillage terrain ou essentiellement réseaux sociaux ? Comment ça se... Alors non, tout. Là, on parlera... on travaille beaucoup, étant donné qu'on a beaucoup de matchs, on travaille beaucoup sur les hospitalités. Et d'où ce poids, en fait, aussi dans le budget par rapport au nombre de matchs dont on parlait tout à l'heure. Et on a aussi toute la partie sponsoring, tout simplement, où là, on va utiliser tous les leviers qu'on peut avoir de communication pour venir concourir à des objectifs d'image de marque, de notoriété pour les entreprises qui nous accompagnent. Et avec 8 millions de budget, quelle est la place des Brûleurs de Loup par rapport aux autres clubs français de la Ligue Magnus ? Alors c'est assez... Alors aujourd'hui, je pense que notre budget est le budget le plus fort du championnat. Ceci étant, il est aussi haut par rapport aussi à notre structuration. Donc à l'intérieur, on a une grosse partie aussi de l'activité, je parlais tout à l'heure des buvettes, mais qui est internalisée. On a une structure à l'intérieur où on va avoir un centre de formation qui va venir être agrégé dans le budget. Et tous les clubs n'ont pas de centre de formation ? Non, aujourd'hui non. C'est, je pense, un des points importants sur le prochain mandat de la fédération aussi, c'est de travailler sur cet aspect-là pour qu'on arrive à développer le hockey aussi par le sport et pour pouvoir structurer aussi les clubs derrière. Quelle est la journée type, un peu, d'un directeur commercial et marketing d'un club comme les Brûleurs de Loup ou d'un autre club de Ligue Magnus ? Ça ressemble à quoi ta journée ? Qu'est-ce que tu fais le lundi matin quand tu arrives devant ton ordinateur ? Comment se passe ta journée ? C'est des réunions ? Tu réponds à des mails ? Comment ça se passe ? Alors le plus important, c'est le café en arrivant. Après, on a la chance d'être dans des métiers où il n'y a pas vraiment de planning type. Alors, bien entendu, pour la partie gestion du service, organisation, réunion, management, bien entendu qu'on a une planif avec des points de meeting avec les différents membres de l'équipe. Mais aujourd'hui, la richesse de ces métiers-là, c'est qu'on touche vraiment à beaucoup de domaines, de métiers, d'entreprises différentes, d'interlocuteurs différents. C'est ce qui fait aussi que ce sont des beaux métiers et qu'on peut sans cesse s'enrichir aussi humainement. Et ça va aller de l'email, la réponse à l'email de base sur une proposition à faire ou une réponse à donner, jusqu'à des dossiers à travailler où il faut solliciter toutes les équipes, en passant par bien entendu toute la partie analytique du métier où il faut qu'on puisse piloter avec des tableaux de bord l'activité, l'orientation, pouvoir être souple aussi et agile par rapport au fait que aujourd'hui la situation économique globale est pas folle. Et sur laquelle il faut savoir s'adapter rapidement. Et en 21 ans, qu'est-ce qui a le plus changé dans ton métier et au sein du club ? Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Qu'est-ce qui est le plus choquant? Enfin, qu'est-ce qui est le plus... pas choquant, mais qu'est-ce qui est le plus... Un des changements majeurs, plus marquant. si je devais faire une photo entre quand je suis arrivé et maintenant, un des changements majeurs, ça va être la dimension du show qu'on peut proposer. Au tout départ, on était vraiment très axé sur la partie communication, certes, mais on pensait que les résultats allaient suffire pour attirer des gens à la patinoire. La patinoire était aussi plus petite, hein, il y avait 3500 places, là aujourd'hui on est à plus de 4200. Mais on se rend compte aujourd'hui que dans le panier, il faut mettre autre chose. Il faut qu'on puisse attirer les gens différemment, parce qu'encore une fois, le supporter de hockey sur glace, si on se base sur les nombres de licenciés en France, on est très 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 loin des sports populaires comme le foot, le rugby, le basket. Et de ce fait, il faut aller chercher un autre public. Donc pour aller chercher un autre public, il faut l'attirer différemment et trouver le moyen d'être intelligent pour arriver à proposer de nouvelles solutions. Et comment vous faites, vous, justement, au Brûleurs de Loup, pour les attirer, ces gens-là qui ne sont pas des corps fans de hockey sur glace? Vous jouez sur quels arguments? Alors, il y a on a plusieurs leviers. On va déjà identifier, on a beaucoup travaillé sur la partie data management. Donc, l'idée, c'était qu'on puisse pister qui vient à la patinoire, combien de fois il vient. Et derrière, on va activer tous les leviers pour la personne qui est venue une fois. On sait que dans notre public, sur les 160 000 personnes qui sont passées à la patinoire cette année, on va avoir la moitié de ces gens-là, la moitié des acheteurs qui sont venus une seule fois à la patinoire. Okay. Donc notre challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à le faire venir au moins une deuxième fois et après d'adapter du coup notre politique billetterie à ça. Donc on a ce levier-là, c'est-à-dire un vrai levier direct sur le client. Et l'autre levier qu'on utilise beaucoup et qu'on a développé durant les dernières années, c'est l'expérience match. Ce qu'on appelle la fan expérience. L'idée, c'est quand vous venez à la patinoire, vous avez un spectacle, vous venez voir un match de hockey, certes, mais y a des écrans LED de partout, il y a du son et lumière, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Et au-delà de ça, on travaille aussi beaucoup sur des thématiques autour des matchs pour venir travailler avec des communautés, avec des corporations et toucher les gens différemment. Faire en sorte qu'au-delà de l'affiche du hockey sur glace, la personne puisse choisir peut-être cette date-là parce que le sujet, la thématique, l'animation qu'il y aura la touche personnellement. On a travaillé et on travaille encore avec la fédération sur les matchs, sur les thématiques de matchs cumulées sur tous les clubs de Magnus à des instants donnés. Okay. Octobre Rose en fait partie. Donc il y a des causes comme ça sur lesquelles on aime venir travailler aussi, à la fois pour toucher des populations, mais aussi autour de causes comme ça pour rendre à notre hauteur ce qu'on peut apporter en termes de dons ou de choses comme ça sur les associations qui supportent ce type d'action. Et comment vous faites, du coup, tu le disais, la majorité des personnes viennent une fois. Comment tu réussis à les faire venir deux fois? Ça a été quoi les expériences en plus que tu as proposées cette année ou que vous avez proposées avec tes équipes? Comment tu réussis ça? Là, on est vraiment sur du marketing pur, c'est-à-dire que la personne qui est venue un mardi soir, on va lui proposer, dès qu'il y a un mardi qui va arriver, on va lui proposer, tiens, t'es pas venu depuis longtemps, est-ce que ça te dit de revenir? Si on voit qu'au bout de plusieurs fois, il n'est pas revenu, peut-être qu'on va lui proposer un petit avantage, une remise ou autre, sachant que notre politique billetterie aujourd'hui est vraiment à l'opposé du discount, au-delà de la communauté qu'on a créée avec ce qu'on appelle chez nous la BDL Nation, et qui est l'équivalent, je dirais, d'une communauté d'abonnés au sens classique, à la seule différence qu'aujourd'hui, chez nous, les abonnés achètent une carte pour être membres de cette communauté, qui leur donne droit à des remises annuelles, mais par contre, pas de billets inclus dedans, ils viennent à chaque fois pour avoir une politique où un siège acheté est un siège rempli. Et je crois que ça marche bien, puisque vous avez eu un prix pour être le club qui a le meilleur taux de remplissage de toute la Ligue Magnus. Du coup, quel est ce taux? Et est-ce que tu en es fier du coup, de tout ce travail-là? Parce que c'était peut-être pas le cas avant. Combien de temps ça a mis pour arriver à ce résultat? Presque 100% de taux de remplissage, je crois. Alors, on est à 99%, tout à fait. Alors oui, c'est une grande fierté parce que tout simplement, en fait, on est... avec le nombre de matchs et le nombre d'événements qu'on peut avoir à la patinoire, c'est un vrai challenge d'arriver à remplir une patinoire à ce rythme-là. Il faut savoir que le hockey sur glace,
sur une saison comme on vient de faire, on a fait 38 matchs à domicile dans un laps de temps très court. C'est l'équivalent de 34 semaines. Ok, donc tu as un match tous les combien à remplir pour faire venir à peu près tous les 4 jours? On peut avoir 2 matchs dans la semaine, voire 3 en l'espace de 6 jours, sans compter les playoffs, puisque les playoffs c'est très particulier. Mais en général, c'est au moins un match par semaine. Ok. Et à quel point le fait d'être dans une ville de sport, Grenoble, où tu as la concurrence avec un club de foot, tu as la concurrence avec un club de rugby, à quel point, et peut-être d'autres sports que j'ignore, à quel point c'est un avantage ou un inconvénient? Est-ce que vous êtes en concurrence ou au contraire, c'est plus simple parce que c'est une ville culturellement de sport et donc les gens vont plus facilement venir à la patinoire? Alors, moi, je suis toujours de l'école de la réussite des différents clubs sportifs va créer une émulation et va tirer tout le monde vers le haut. Aujourd'hui, j'estime que et surtout sur la partie grand public et billetterie, j'estime que les clubs d'une même ville ne doivent pas être sur une ligne de concurrence. La seule fois où on va dire qu'on peut être concurrent, c'est si les hasards du calendrier font que le même soir, on joue en même temps. Et on s'est rendu compte sur les différentes années que quand bien même ça se passe, on n'a pas, nous, de déperdition de billetterie. Et de toute façon, les autres clubs ont aussi leur rythme de billetterie qui n'est pas forcément amenué. Donc l'idée, c'est plutôt de dire, aujourd'hui, je pense que les différents publics vont suivre selon leurs préférences, selon aussi les animations, les thématiques, comme on en parlait. Et oui, aujourd'hui, une ville sportive, c'est intéressant parce que ça crée de l'émulation. Il faut aussi que ça soit aussi une politique de la ville en elle-même. Et pour pouvoir venir faire un effet de catalyseur là-dedans et faire en sorte... Pour moi, les villes exemplaires là-dessus sont des villes comme Montpellier où justement il y a eu un vrai choix politique d'appuyer le sport et de développer tous les différents sports au plus haut niveau, ce qui fait qu'à la fin, finalement, si t'es pas à un endroit, t'es à un autre, que ce soit le grand public ou les entreprises, tout le monde s'y retrouve. Et à quel point tu t'inspires des autres clubs de Grenoble en termes de billetterie ou de marketing, ou à quel point vous vous aidez aussi entre vous? Est-ce qu'il y a des discussions, des synergies, ou pas du tout, chacun est dans son coin? Alors, j'irai sur Grenoble, on essaye de discuter souvent, d'échanger sur les différentes problématiques, les différents sujets. Après, on garde quand même cet aspect où on peut se retrouver en concurrence directe sur certains matchs. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine distance, une certaine confidentialité sur les différentes infos qu'on va pouvoir se donner, même si les rapports sont très très bons. Par contre, c'est surtout avec les autres sports, avec par exemple tous les clubs de la Ligue Magnus ou tous les autres sports alentours, avec qui on va pouvoir prendre contact, échanger, voir ce qu'ils font, ce qu'on peut voir à la télé, ce qu'on peut voir à l'étranger. On va essayer justement de s'inspirer de ce qui se fait de bien, de voir de quelle manière c'est adaptable, parce que ça ne l'est pas tout le temps. Et derrière, on va essayer de déployer pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on souhaite. Ouais. Oui, à quel point tu as pu t'inspirer d'initiatives qui ont été faites au Canada ou aux États-Unis, dans les plus grands clubs de hockey? Est-ce qu'il y a des initiatives que tu as repris et d'autres où c'était pas du tout? Tu as des exemples de choses qu'ils font et c'est pas du tout adaptable à la Ligue Magnus ou à la taille d'un club comme les Brûleurs de Loup? Alors il y a des choses qui sont pas adaptables. Il y a un exemple qui me frappe aux États-Unis, et puis on le voit avec la Coupe du Monde de foot. Les États-Unis sont vraiment dans ce système d'entertainment quand ils travaillent autour d'un match. Sur le terrain dans le stade de football américain en Floride, il y a une piscine. Donc ils ont mis une piscine dans le stade, ouais, par rapport à l'utilisation, par rapport à la taille. Et il y a aussi, on se confronte beaucoup aussi à la culture. Aujourd'hui, si on fait ça en France, dans n'importe quel stade, il y a quand même très peu de chances que les gens adhèrent par rapport à la culture qu'on peut avoir. Après, des exemples concrets, je peux en avoir beaucoup et très peu, parce que souvent on les adapte fortement à notre environnement, à nos matchs, mais par contre, effectivement, de manière globale, on essaie de s'inspirer des dispositifs des clubs. Il y avait eu on avait travaillé sur un système de sponsoring participatif pour nos matchs de Coupe de France. Okay. C'était le cahier des charges de base, c'était que le maillot de la Coupe de France, on ne savait pas si on allait le porter une fois, 2 fois, 4 fois à domicile. Si on allait aller à Paris
pour la finale et s'il allait avoir une couverture média, ou si on allait perdre une fois à l'extérieur et puis le voir. Donc difficile de venir aller chercher du sponsoring dessus. Et on a créé un système de tombola sur du sponsoring participatif où finalement les gens jouaient le jeu, étaient tirés au sort sur les encarts, pouvaient avoir leur nom dans les numéros des joueurs à minima et participer à un projet. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis plutôt inspiré sur un dispositif qu'avait fait à l'époque Lorient au foot, quand ils galéraient en fait à travailler sur leur encart pocket, sur les maillots domicile extérieur, et ils avaient travaillé sur des encarts tournants. Donc ils avaient fait des sponsors selon le nombre de matchs qui tournaient. Et en fait, ça, on va dire, mis une petite graine dans la tête en disant finalement il n'y a pas que le sponsoring classique et les encarts maillots classiques qui peuvent exister. Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir à la fois être juste, aller chercher des revenus, mais en même temps pas faire de fausses promesses, ni de créer de déception derrière. Donc c'est un applicatif qui a été dérivé et qui a été, je pense, performant dans les clubs chez qui on allait voir. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a aussi, on va dire, tout le commerce en général et tous les métiers en général, puisque notre système de billetterie, par exemple, on est venu directement copier, entre guillemets, ce que fait la SNCF, les compagnies aériennes. On est vraiment sur du yield management avec des prix qui sont variables selon la demande, selon l'heure, selon le trafic. Eh ben merci beaucoup Damien, on est arrivé au bout de cette interview, merci beaucoup, c'était très instructif. Merci. Et rendez-vous d'ici quelques minutes avec Alexandre Maule, le cofondateur de Régénère. Bonne fin de journée. Merci et bonne également. continuation, à très bientôt.